5e rendez-vous de la saison pour ce rendez-vous au premier virage. Question-réponse avec vous, les abonnés de Canal+, et on est à Miami. Oui, Achille, les pilotes, les écuries ont accès à des données pour leur simulateur. Il faut savoir que l'architecte d'un circuit fournit énormément d'éléments techniques à la FIA, bien sûr, pour faire valider et rendre le circuit homologué, mais donne beaucoup d'éléments aussi sur son circuit aux écuries, que ce soit les rayons des virages, la largeur de la piste, la longueur de la piste, mais également la rugosité du sol, de quoi est composé cet enrobé au sol. Ça, ce sont des données qui sont très importantes également pour Pirelli. Donc il existe des centaines et des centaines de données d'un circuit qui peuvent être injectées dans les ordinateurs et permettre de concevoir une piste virtuelle. C'est ainsi que les pilotes ont pu, avant de se rendre ici même à Miami, se rendre au simulateur au sein des différentes usines et faire beaucoup de tours sur le simulateur. C'est un circuit très lisse ici à Miami, donc certains problèmes qui émergent dans les simulateurs, ce sont souvent les bosses qui sont difficiles à reproduire. Là, vu que c'est un circuit très plat, il n'y a pas de bosse sur le circuit et donc au simulateur, les pilotes ont pu avoir un rendu assez proche de la réalité. Évidemment, rien ne remplacera le fait de rouler ici de manière physique à partir de vendredi et des essais que l'on va vivre sur Canal+. Mais tous ont déjà une bonne notion de ce qu'est ce tracé de Miami, des endroits où il sera possible de dépasser et des bonnes lignes à prendre sur le circuit pour aller vite. Alors Mathieu, c'est une très bonne question. Non, les pilotes ne peuvent pas communiquer entre eux directement pendant la course. Ils peuvent faire passer des messages à l'un et l'autre via leurs ingénieurs de course. Dites à mon coéquipier d'aller plus vite, sous-entendu, ou alors il faut me laisser passer. Mais directement, ils ne sont pas en mesure de le faire. C'est presque dommage. On aimerait entendre des conversations radio entre pilotes, déjà d'une même écurie, et voire d'écuries concurrentes, pouvoir s'adresser quelques mots. Je pense qu'ils seraient plutôt fleuris au moment de se parler. Ce qui serait sympa aussi, c'est qu'à l'arrivée des Grands Prix, eh bien, si l'un des pilotes veut féliciter son adversaire après une belle bataille, on aurait plaisir à entendre à travers les casques des pilotes ce genre de message. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Je ne crois même pas que ce soit envisagé. Mais franchement, moi, ça me donnerait envie. Alexandre, les deux possibilités sont aujourd'hui à l'étude avec l'arrivée d'Audi et de Porsche à partir de 2026 qui semble se confirmer. Eh bien, on pourrait voir deux choses se produire. Porsche pourrait s'associer à Red Bull pour fournir des moteurs et ainsi eh bien, adosser à nouveau son nom à un bloc moteur en Formule 1. Donc il n'y aurait pas un remplacement d'écurie mais simplement un partenariat entre la marque Porsche, le constructeur Porsche et l'écurie déjà existante Red Bull. Et puis Audi semblerait vouloir racheter une écurie de Formule 1. Il y aurait déjà des tractations avec McLaren, avec Aston Martin également. Et évidemment, c'est peut-être eh bien, le choix d'Audi de vouloir se baser sur une structure déjà existante pour mieux maîtriser son arrivée en Formule 1 avec eh bien, des équipes humaines, des outils déjà en place et permettant à Audi de ne pas perdre de temps au moment d'arriver en Formule 1. Donc pour l'instant, que ce soit Porsche ou Audi, il n'y aurait pas de création complète d'écurie, mais soit un partenariat, soit le rachat d'une écurie déjà existante. Jérémy, la procédure de départ en Formule 1 est extrêmement cadrée et il y a une personne qui est responsable que l'on appelle le starter. En Formule 1, il s'appelle Christian Brill. Il est le starter de la F1, de la F2 et de la F3, mais également responsable des drapeaux à damier pour s'assurer que le drapeau à damier est présenté au bon moment, que ce soit un invité, un guest ou toute autre personne. Il faut savoir que la procédure, telle que vous la voyez en Formule 1, elle est automatique pour ce qui est du début de la séquence, c'est-à-dire que l'allumage des feux, quand toutes les voitures sont sur la grille, que le drapeau vert est présenté en fond de grille, eh bien Christian Brill appuie sur un bouton et ça enclenche la séquence d'allumage, un feu par seconde, il y a 5 feux qui s'allument. À partir du moment où les 5 feux sont allumés, c'est à lui de décider du moment de l'extinction des feux. Il est
de coutume d'attendre entre 2 et 5 secondes, mais j'ai le souvenir de Charlie Whiting, le regretté Charlie Whiting, qui m'avait confié dans une interview qu'il était très difficile pour lui d'attendre au-delà des 2 secondes, d'aller jusqu'à 3 secondes, parce que l'impatience et l'envie de libérer les 20 monoplaces ou plus sur la grille de départ était assez intense. Donc souvent, Charlie Whiting n'attendait pas plus de 2 secondes, maximum 3 secondes pour appuyer et faire que les feux s'éteignent. Donc le début de la procédure est automatique, la fin, eh bien, c'est à la liberté et à la propre volonté du starter d'éteindre les feux et de lâcher la meute vers le premier virage. Andreas, on est clairement là dans la situation de potentiel et de performance non débloquée ou débloquée. Performance débloquée, déverrouillée chez McLaren. Gros problème de frein pendant les essais hivernaux, pendant le premier Grand Prix également. Donc très accaparé par la résolution de ces problèmes. McLaren n'a pas vraiment eu le temps, la possibilité de s'atteler à développer et déverrouiller la performance de sa monoplace. Puis ils ont plutôt bien réglé ces problèmes de frein. Et enfin, ils ont pu s'atteler à bien régler la voiture, à trouver des solutions à leurs différents soucis. Et là, le potentiel de la voiture est apparu. Donc on a vu, c'est vrai, une grande progression de McLaren conduisant Lando Norris jusqu'au podium lors du dernier Grand Prix à Imola. Et à l'inverse, vous avez une écurie Mercedes qui est toujours engluée dans ses problèmes de poids, de rebond sur la piste et qui pour l'instant ne déverrouille pas le potentiel de sa voiture. Ils savent, c'est mesuré chez Mercedes, que s'ils arrivaient à faire rouler cette voiture plus bas, plus près du sol, elle irait beaucoup plus vite. Seulement aujourd'hui, s'ils la baissent et qu'ils la mettent trop près du sol, eh bien cette voiture rebondit, tape au sol et n'est plus du tout conduisible. Donc il y a du potentiel dans cette voiture, mais pour l'instant, il est impossible de libérer ce potentiel. C'est pour ça qu'à l'heure où l'on parle, Mercedes stagne encore, alors que McLaren a déjà réussi à progresser. Nathan, c'est un problème que rencontrent quasiment toutes les écuries, hormis Alfa Romeo qui a réussi à concevoir une voiture en dessous du poids réglementaire minimum, qui a donc pu placer du lest sur sa voiture pour mieux équilibrer cette monoplace. Ferrari semble avoir atteint également le poids minimum réglementaire cette année, qui est à 798 kg, rappelons-le. Les autres équipes, que ce soit Red Bull, Mercedes ou d'autres, n'y sont toujours pas parvenues. Mercedes, comment peut-elle faire pour réduire le poids? Eh bien, réduire le poids de certains éléments qu'elle avait volontairement décidé de construire assez lourds avant le début de la saison. Pourquoi avoir voulu construire des éléments lourds? Déjà parce que Mercedes était assez confiante que sa voiture serait performante et s'est dit avant le début de la saison, on pense que notre voiture va être rapide et donc construisons des pièces assez lourdes pour ne pas avoir de problème de fiabilité. Avec la limitation des coûts cette année, il faut réussir à concevoir une voiture fiable, solide, résistante, donc forcément un peu plus lourde. Maintenant qu'ils sont dans la difficulté et qu'ils se rendent compte que certaines pièces résistent bien, ils vont pouvoir commencer à réduire le poids de certaines pièces, gratter un petit peu de matière, que ce soit sur des ailerons, sur des bras de suspension, sur d'autres éléments stratégiques. Ils vont pouvoir commencer à diminuer le poids de ces pièces en jouant un petit peu plus avec les limites de fiabilité, mais en restant quand même dans ce périmètre extrêmement important. Voilà comment progressivement une écurie comme Mercedes, mais ce n'est pas la seule, va réussir à se rapprocher du poids minimum. Et on sait évidemment que le poids en Formule 1, eh bien, c'est du gain de temps en piste et donc de la performance.